Au fil des ans, j'ai vécu une série de petits événements similaires, tous inexplicables, qui me donnent l'impression que la réalité elle-même est un peu flexible. En 2012, mon mari a été diagnostiqué avec la maladie cœliaque après une endoscopie et une biopsie. Pour ceux qui ne le savent pas, la maladie cœliaque est une maladie auto-immune qui détruit les villosités intestinales en cas de consommation de gluten. Le seul traitement est un régime strict sans gluten. C'est une maladie héréditaire, on ne peut en être atteint que si on possède le gène. Mon mari a dû complètement revoir son mode de vie pour s'assurer que tous les aliments que nous consommions étaient certifiés sans gluten. À ce moment-là, notre fille présentait également des symptômes. Sur la base de son diagnostic, nous avons décidé de la mettre aussi au régime sans gluten. Cela a eu un impact psychologique important sur elle. Elle devait souvent se priver des friandises à l'école ou des gâteaux lors des fêtes d'anniversaire, et je devais toujours préparer et apporter sa nourriture partout. Quelques années plus tard, elle a été formellement diagnostiquée après une endoscopie et une biopsie, suite à un test de provocation au gluten. Quelques années après le diagnostic de mon mari, il a commencé à souffrir de carences nutritionnelles. Je lui ai dit de consulter son gastro-entérologue, car en cas de consommation de gluten caché, les intestins peuvent perdre leur capacité à absorber les nutriments. C'est là que l'histoire devient étrange. Comme les médecins n'avaient aucune trace de son diagnostic de maladie cœliaque, fait par un ancien médecin aujourd'hui décédé, ils lui ont demandé de refaire le test de provocation au gluten et une nouvelle endoscopie. Les résultats sont revenus négatifs pour la maladie cœliaque. J'ai insisté en disant qu'ils avaient dû rater quelque chose lors de la biopsie, car c'est possible. Comment notre fille pourrait-elle être atteinte si lui ne l'était pas? Après tout, son diagnostic initial, bien que disparu, semblait être la clé. Il a donc décidé de parcourir San Francisco pour retrouver ses anciens dossiers médicaux. Tous les cabinets où il avait consulté étaient désormais fermés, y compris celui de son médecin décédé. Finalement, il a trouvé comment obtenir une copie des dossiers de ce médecin. Et là, surprise, les résultats originaux étaient négatifs pour la maladie cœliaque. Sérieusement? Avant ce diagnostic, il n'avait même jamais entendu parler de cette maladie. Une fois diagnostiqué, il avait dû tout apprendre sur la maladie et changer radicalement de mode de vie pour adopter un régime sans gluten. Et pourtant, notre fille a bel et bien la maladie cœliaque, confirmée par des examens médicaux. Comme je l'ai dit, cette maladie est héréditaire. Cela signifie que soit je suis la porteuse du gène, sans jamais avoir eu de symptômes, soit je ne sais plus quoi penser. Je suis complètement déconcerté. Et ma pauvre fille, qui se sent déjà marginalisée à cause de sa maladie, doit continuer à vivre avec ce fardeau. Cela ressemble à une anomalie, comme si, dans cet univers, les résultats du test initial de mon mari étaient négatifs au lieu de positifs. Que dois-je faire maintenant? Retester ma fille pour voir si elle n'a plus la maladie non plus? Une maladie entière a littéralement disparu. C'est délirant. Aujourd'hui, sur le chemin pour aller à ma séance de sport vers 18h, j'ai croisé une petite famille composée d'un père et de ses 2 enfants, une fille adolescente et un garçon qui semble être au collège. Je les ai vus 2 fois, et je suis absolument sûr de leur profil. C'était le soir du réveillon, donc il y avait très peu de piétons dehors, et le père avait des traits de visage assez marquants. Je prends le train pour me rendre dans le quartier, et ma première rencontre avec cette famille s'est produite juste après la sortie de la gare. Ils allaient dans la direction opposée à la mienne, donc en direction de la gare, tandis que je m'en éloignais pour aller vers la salle de sport. Jusque-là, rien d'étrange. Mais imaginez ma surprise lorsque je les ai croisés à nouveau, à mi-chemin de mon trajet, de l'autre côté d'un carrefour. Ils allaient encore une fois dans la direction opposée à la mienne. Pour donner un peu de contexte, je marche plus vite que la moyenne, et le trajet entre la gare et la salle me prend environ 5 minutes. À moins que ce trio n'ait littéralement sprinté sur l'autre côté du pâté de maison que je traverse, je n'arrive pas à comprendre comment ou pourquoi cela a pu arriver. Ont-ils pris une voiture, parcouru quelques centaines de mètres, puis décidé de continuer à pied en direction de la gare? Ce scénario semble improbable, surtout pour une si courte distance.
Leur deuxième apparition m'a vraiment troublé, et je n'arrête pas de me poser des questions. Ce n'était pas une coïncidence ordinaire. Comment aurait-il pu me devancer de cette manière tout en continuant dans la même direction opposée? Rien de tout cela ne fait sens. Je crois bien que je ne vais pas dormir cette nuit. Mon mari et moi avons vécu ce qui pourrait s'expliquer uniquement comme un glitch dans la matrice à SeaWorld Orlando, samedi soir 30 novembre 2024, vers 20 h. Cet événement a remis en question notre perception de la réalité. Après avoir passé la journée à faire des attractions et à utiliser différents casiers pour y stocker nos affaires, nous avons terminé la soirée avec l'une de nos attractions préférées, Pipeline. Comme d'habitude, nous avons vidé le casier que nous avions loué pour cette dernière attraction et quitté le parc. Mais à mi-chemin du parking, mon mari a soudain réalisé qu'il n'avait plus son téléphone sur lui. Même si nous avions été particulièrement attentifs toute la journée à ne rien oublier dans les casiers, nous avons pensé que, fatigués et dans l'obscurité, nous avions peut-être laissé le téléphone dans le dernier casier utilisé. Nous sommes donc retournés en courant à l'entrée du parc pour nous diriger à nouveau vers Pipeline. Une fois devant le casier, nous l'avons rouvert, mais il était vide. En sentant une pointe de panique, nous avons passé nos mains partout à l'intérieur du casier et n'avons rien trouvé. J'ai alors sorti mon téléphone et allumé la lampe torche pour éclairer l'intérieur du casier, mais tout ce que nous pouvions voir était un autocollant blanc collé au fond, comme dans tous les casiers du parc. Il n'y avait absolument aucun téléphone. Nous avons refermé le casier, et j'ai immédiatement appelé le téléphone de mon mari, même s'il était en mode vibration, au cas où il serait tombé dans son sac ou une poche à son insu. Il ne sentait rien vibrer et aucun son ne provenait du casier. Nous l'avons rouvert une deuxième fois et répété les mêmes gestes, fouillé avec nos mains, éclairé l'intérieur, appelé son téléphone. Toujours rien. Le casier était vide. Nous avons alors envisagé d'aller vérifier le casier utilisé pour l'attraction précédente, Kraken, situé presque à l'autre bout du parc. Mais mon mari s'est souvenu qu'il avait déjà terminé la location de ce casier, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas être rouvert à moins d'avoir de l'aide du personnel de sécurité ou, par pur hasard, de se voir réattribuer le même numéro de casier. Toujours debout devant le casier de Pipeline, mon mari, de plus en plus inquiet, a décidé de l'ouvrir une troisième fois, même si nous savions rationnellement que cela n'avait aucun sens. Et pourtant, à notre stupéfaction totale, son téléphone était là. Posé face contre le fond du casier, presque à l'horizontale, il recouvrait en partie l'autocollant blanc que nous avions vu clairement à 2 reprises auparavant. Ce qui nous a le plus perturbé, c'est que cet autocollant, entièrement visible avant, ne l'était plus en grande partie, et que nous avions déjà examiné chaque centimètre du casier avec nos mains et à la lumière. Hier, en prenant ma douche, j'ai entendu le bruit distinct de l'arrière d'une de mes boucles d'oreilles tombant sur le sol de la douche. J'ai baissé les yeux, les ramassé et les posé sur la coiffeuse à l'extérieur de la douche. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce matin, où le souvenir m'est revenu brusquement. Je suis immédiatement allé vérifier si la boucle d'oreille en question n'était pas tombée pendant la nuit. À ma grande surprise, toutes mes boucles d'oreilles, les 12, avaient encore leurs attaches parfaitement en place. J'ai eu un moment de confusion totale. Avais-je halluciné le moment où l'attache était tombée? L'avais-je remise sans m'en souvenir? Pour être sûr, je suis retourné à la coiffeuse, sans m'attendre à trouver quoi que ce soit. Et pourtant, l'attache était bel et bien là, exactement là où je l'avais laissée la veille. C'est un mystère complet. Je n'ai pas d'attache de rechange pour ces boucles d'oreilles. Chaque boucle a une attache unique, et toutes les autres boucles d'oreilles et leurs attaches étaient soigneusement rangées dans ma boîte à bijoux, bien assorties et intouchées. La douche elle-même est petite, un modèle d'angle lumineux et blanc éclatant. Je la rince après chaque utilisation et je l'avais nettoyée à fond il y a une semaine. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'une attache perdue lors d'un moment précédent soit restée là, hors de vue. De plus, ces boucles d'oreilles ont des attaches plates à visser, un modèle assez spécifique. Personne d'autre dans ma maison ne porte ce genre de boucle d'oreille. Cette attache, posée sur ma coiffeuse, ne pouvait appartenir qu'à moi. Pourtant, toutes mes boucles d'oreilles étaient intactes. Cela rejoint facilement la liste des 5 choses les plus inexplicables que j'ai vécues dans ma vie.
Je ne peux pas trouver de réponse logique à ce qui s'est passé. J'ai vérifié plusieurs fois, repassé chaque étape dans ma tête, mais rien ne colle. Mon fils et moi parlions de cette histoire à Noël, et quand nous l'avons racontée à sa nouvelle femme, elle a été tout aussi troublée que nous l'avions été à l'époque. Cela m'a rappelé à quel point tout cela est étrange, alors j'ai décidé de le partager ici. Vers 2008, je travaillais dans le jardin devant ma maison, quand j'ai remarqué que la moustiquaire de la fenêtre de la chambre de mon fils avait disparu. J'étais furieux. J'ai immédiatement pensé qu'il l'avait enlevée et probablement abîmée en essayant de sortir discrètement de la maison une nuit. Il était très rebelle à l'époque, après la mort de sa mère. Mais quand je lui ai demandé, il a nié catégoriquement. Il m'a assuré que lorsqu'il sortait en douce, il utilisait toujours une des portes. Je ne l'ai pas cru. J'étais persuadé qu'il avait endommagé la moustiquaire, puis qu'il l'avait cachée ou jetée. J'ai aussi envisagé, même si ça me semblait peu probable, qu'il s'agissait d'une tentative de cambriolage ratée. Quoi qu'il en soit, j'ai cherché cette moustiquaire ou ses morceaux partout, sans succès. Bien sûr, j'avais prévu de la remplacer, mais je ne m'y suis jamais vraiment attelé. La base de la fenêtre où elle devait se trouver était masquée par une rangée de haies, alors ce n'était pas une priorité et ça m'échappait souvent. Je n'avais pas oublié la moustiquaire manquante, mais la maison est une construction sur mesure, et il ne suffit pas de commander une pièce qui s'adapte parfaitement. De plus, je dois avouer que j'ai tendance à procrastiner sur ce genre de choses. Je me souviens avoir été pressé en 2015 pour obtenir un devis pour remplacer toutes les fenêtres. Le commercial, en faisant le tour de la maison avec moi, avait même fait une remarque sur la moustiquaire manquante. Je n'ai pas fait remplacer les fenêtres à l'époque parce que le prix était exorbitant et je ne trouvais pas cela justifié. Puis, en 2022, une violente tempête de grêle a endommagé mon toit. Mon assurance a envoyé un expert pour approuver les réparations. Ensemble, nous avons fait le tour de la maison pour évaluer les dégâts sur les gouttières, les vitres, les moustiquaires, etc. afin de voir ce qui était couvert par ma police. Et là, je l'ai vu. La moustiquaire manquante n'était plus manquante. Elle était fermement fixée à la fenêtre. Elle n'avait aucune trace de dommages causés par la grêle. Elle ne semblait pas non plus flambant neuve, et c'était l'une des rares moustiquaires à ne pas avoir été abîmée par la tempête. 2 fenêtres avaient même des vitres cassées. Rien que d'écrire cela, j'en ai encore des frissons. Où était cette moustiquaire pendant 14 ans? Comment a-t-elle réapparu sur cette fenêtre? Mon fils, qui est maintenant un adulte responsable, est tout aussi troublé que moi en y repensant. Nous n'avons aucune explication. C'est comme si elle avait simplement disparu, puis réapparu sans raison. C'est une expérience si étrange, pas particulièrement spectaculaire, mais suffisamment troublante pour me faire y repenser encore aujourd'hui. Un jour, j'étais dans la cuisine, pas loin de l'évier, mais il n'était pas allumé, et je ne venais pas non plus de l'utiliser. Je me tenais là, probablement en train de regarder mon téléphone, car mes mains n'étaient pas dans une position de repos. C'était un moment complètement banal, sans rien de mémorable, jusqu'à ce que, soudain, je sente une éclaboussure d'eau sur le dessus de ma main. Ma première pensée a été « Oh, mince, il y a une fuite au plafond ». Je lève immédiatement les yeux, m'attendant à voir des gouttes d'eau tomber, mais il n'y avait rien. Pas une seule trace d'humidité au plafond. Alors, perplexe, je me suis dit « Comment est-ce que j'ai de l'eau sur la main alors ?» Je décide de prendre un tabouret de l'îlot de cuisine pour atteindre le plafond, pensant qu'il pourrait y avoir une fuite que je ne voyais pas. Je passe ma main sur le plafond, et il est complètement sec. Pas la moindre trace d'eau. Je redescends du tabouret, encore plus perturbé. Je commence alors à examiner d'autres possibilités. Peut-être que mes cheveux étaient mouillés? Mais non, ils étaient secs, et je n'étais ni sorti ni sous la douche. Je vérifie mes vêtements, eux aussi complètement secs. Je regarde le sol, rien, pas une goutte d'eau. Personne d'autre n'était dans la cuisine avec moi, et l'évier était hors de question. Il n'était pas allumé et, même s'il l'avait été, je n'étais pas assez proche pour que de l'eau m'éclabousse. Et même si cela avait été le cas, comment une goutte d'eau aurait-elle atterri précisément sur le dessus de ma main,
comme une grosse perle d'eau, plutôt qu'un spray diffus. Rien n'avait de sens. Après avoir passé plusieurs minutes à analyser la cuisine, mes vêtements, mes cheveux, le plafond et le sol, je me suis senti un peu folle. J'ai expliqué ce qui s'était passé à mes parents et à ma sœur. Leur réaction a été assez déconcertante, ok. C'est juste de l'eau, ça devait être humide quelque part. Mais pour moi, ce n'était pas si simple. Non, vous ne comprenez pas, cette goutte d'eau est venue de nulle part. Comment ça a pu arriver? Ce n'était qu'une goutte d'eau, mais c'était une goutte qui n'avait aucune raison d'exister. Il y a de nombreuses années, un groupe d'amis et moi revenions d'un pub tard dans la nuit, en suivant un sentier longeant une rivière. Ce sentier descendait doucement vers un talus herbeux qui bordait l'eau. Parmi nous, il y avait un ami sur son vélo, qui passait son temps à faire des boucles agaçantes autour de nous, nous narguant avec son énergie. À un moment, on a décidé qu'il fallait agir. On a eu l'idée un peu absurde de le chasser vers la rivière pour lui donner une bonne leçon. Tout le monde s'est lancé dans une folle poursuite. On l'a finalement encerclé, piégé entre le bord de la rivière et un énorme buisson épineux qui surplombait l'eau. Et là, contre toute attente, il a foncé droit dans le buisson. Mais au lieu de s'arrêter ou de tomber, il est sorti de l'autre côté, apparemment indemne. Évidemment, on était tous morts de rire, incapables de comprendre ce qui venait de se passer, avant de finalement décider de rentrer chez nous. Le lendemain, curieux de revoir l'endroit en plein jour, nous sommes retournés examiner le buisson pour y trouver le fameux trou en forme de vélo qu'on s'attendait à voir. Mais il n'y avait rien. Le buisson était intact, aucune trace du passage de notre ami ou de son vélo. Étrange, non? Pourtant, en regardant de plus près, on a remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Dans l'herbe molle, il y avait 2 traces de pneus qui semblaient sortir du talus, passer directement au-dessus de l'eau, et revenir sur la rive de l'autre côté du buisson. Le plus bizarre? Le talus n'avait pas bougé, aucun signe d'effondrement, et le buisson était toujours exactement au même endroit par rapport à la rivière. Rien n'expliquait comment il avait pu franchir cet espace sans tomber dans l'eau. On a fini par conclure, un peu ironiquement, que l'alcool lui avait donné un super pouvoir temporaire de marcher sur l'eau, et on a laissé l'histoire là-dessus. Hier soir, j'ai acheté un paquet de cigarettes pour moi et un autre pour ma mère. Je suis retourné à la voiture où elle m'attendait, et pendant qu'elle conduisait, j'ai ouvert mon paquet, que j'ai ensuite placé entre mes jambes avec mon téléphone. Quand je suis sorti de la voiture, je suis certain de tenir le paquet sur mon téléphone, mais en arrivant à la porte de ma maison, j'ai remarqué qu'il n'était plus là. À ce moment-là, je n'y ai pas vraiment réfléchi parce qu'il faisait froid et que j'étais pressé de rentrer à l'intérieur. J'ai simplement pensé, bon, je l'ai peut-être mis dans ma poche. Mais une fois à l'intérieur, impossible de retrouver le paquet. J'ai cherché partout, dans l'allée, dans la voiture, dans les poches de ma veste et de mon pantalon, mais rien. Pourtant, je me souviens très distinctement d'avoir eu ma main dans la même position que lorsqu'il était posé sur mon téléphone. J'ai même vu la forme blanche du paquet du coin de l'œil, et pourtant, il avait disparu. Ma mère et moi avons fouillé toute la maison, sans aucun résultat. Je suis convaincu qu'il a littéralement disparu de la surface de la Terre, car il n'y a absolument aucune autre explication logique à cela. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de paranormal ou d'inhabituel dans ma vie. Pourtant, un jour, j'étais en voiture à un feu rouge, à une intersection assez fréquentée. J'étais en tête, attendant que le feu passe au vert, et je regardais les voitures passer devant moi, roulant à une vitesse normale, autour de 70 à 80 km/h. C'est alors qu'une voiture en particulier a semblé glitcher. Comme si elle allait trop vite pour que l'Internet ou la réalité suivent son mouvement. Elle a fait un saut dans le temps, comme un mini-bug. Elle est brusquement revenue un peu en arrière, puis s'est figée, tout en ayant ses roues qui continuaient de tourner, mais sans avancer. C'était exactement comme un personnage dans un jeu vidéo en ligne qui continue de courir sur place quand la connexion est perdue. Cela n'a duré qu'une seconde ou deux, pas plus. Je ne suis pas une personne particulièrement sensible aux phénomènes inexpliqués ou surnaturels.
Mais cet événement précis m'a marqué et reste gravé dans ma mémoire. Je ne sais pas si c'est une chose que d'autres ont déjà vécue ou si c'est un phénomène courant. En tout cas, c'était étrange. Je voulais simplement partager cette expérience, au cas où quelqu'un d'autre aurait vu ou ressenti quelque chose de similaire. En 2020, j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je me souviens qu'un de nos camarades de classe était décédé du Covid. Je ne le connaissais pas très bien, nos conversations ne dépassaient jamais les simples salutations, mais c'était un événement marquant. La semaine dernière, nous avons eu une réunion entre anciens élèves, et j'ai vu son frère. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je découvre que ce n'était pas son frère, mais lui. J'ai été sidéré. Je n'ai rien dit, de peur que les gens me prennent pour un fou. Dans notre culture, plaisanter sur la mort de quelqu'un est extrêmement mal vu et considéré comme un mauvais présage, alors je n'avais aucune envie d'être cette personne. Je me suis contenté de faire comme si de rien n'était, parlant aux gens de façon normale. À un moment donné, quelqu'un a sorti une photo de notre remise de diplôme. Nous avons commencé à en parler, et il n'était pas sur la photo. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas là ce jour-là, sur un ton léger, en lui disant qu'il avait raté un grand moment. Sa réponse m'a encore plus déconcerté, je ne me souviens pas, j'étais sûrement occupé. Ce n'était pas une explication qui tenait la route. Qui manquerait sa remise de diplôme sans une bonne raison? Et comment pourrait-on oublier une raison aussi importante? Plus tard, j'ai parlé de tout ça avec un ami proche que je vois régulièrement. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, il m'a répondu « Merci, donc je ne suis pas le seul ». Cela m'a complètement déstabilisé. Je n'étais pas le seul à me souvenir de son décès. Je me suis dit qu'il avait peut-être attrapé le Covid et que des rumeurs avaient circulé à tort, mais dans notre culture, propager de fausses rumeurs sur la mort de quelqu'un est très mal vu. De plus, je me souviens distinctement des posts sur Instagram disant « Tu vas nous manquer et repose en paix », des publications claires sur son décès. J'ai essayé de balayer cette histoire comme si c'était un faux souvenir, mais ma femme, qui était ma petite amie à l'époque, se souvient que je lui avais parlé de la mort de ce camarade. Cela confirme que je n'ai pas tout inventé. Pourtant, il n'y a plus aucune trace de ces publications sur les réseaux sociaux. Son profil Facebook est inactif depuis 2018, et il n'y a aucune mention de son décès. Je suis certain que c'est lui, et pas quelqu'un d'autre. Personne d'autre dans notre classe n'est mort avant ou juste après la remise des diplômes, à part lui. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je ne dis pas que c'est un glitch dans la matrice, mais il y a quelque chose de profondément étrange dans cette histoire. Cela m'est arrivé il y a environ un mois, et depuis, je n'arrête pas d'y penser. Une amie m'a suggéré de partager cette expérience ici, et je me suis finalement décidé. Plus j'y réfléchis, plus cela me semble inexplicable, et ça m'a même empêché de dormir certaines nuits. C'était un samedi, et j'ai l'habitude de remplir le réservoir de ma voiture le week-end pour être tranquille avant que la semaine ne commence. Ce jour-là, j'ai dit à mon père que je partais juste quelques minutes pour aller chercher de l'essence à la station Creuset près de chez nous et que je serais rapidement de retour. Il faut savoir que mon père est un peu surprotecteur et refuse de croire que je sais faire le plein toute seule, alors que je le fais depuis plus de 6 ans. Bref, je sors pour aller à la station, qui est à quelques minutes de route. Cependant, pour éviter un grand virage à gauche qui me stresse un peu, je prends un détour qui transforme les 2 minutes en 7 minutes de trajet. Pendant que je roule, après environ 3 à 4 minutes, je remarque dans mon rétroviseur la voiture de mes parents qui s'approche et commence à rouler juste derrière moi. Leur voiture est unique, d'une couleur bleu-gris clair spécifique. Je lève les yeux au ciel, pensant, sérieusement? Ils pensent vraiment que je ne peux pas mettre de l'essence toute seule et qu'ils doivent me suivre pour vérifier? En arrivant à un stop, je regarde dans mon rétroviseur latéral pour mieux voir, agacé, et je confirme que ce sont bien mes parents. Je sais reconnaître mes parents, évidemment. Mais quelque chose semble étrange. Leurs expressions sont complètement vides, comme s'ils étaient absents. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils avaient l'air de simples silhouettes, comme des personnages non-joueurs. Ils semblaient être là physiquement, mais sans aucune énergie.
Je décide d'ignorer cette impression bizarre et continue ma route jusqu'à la station Crozet. Mais, alors que je tourne pour entrer dans la station, je remarque qu'ils ne sont plus derrière moi. Je m'arrête à une pompe et, encore intrigué, je prends mon téléphone pour vérifier leur localisation. Ils sont chez nous. C'était impossible qu'ils aient eu le temps de retourner à la maison depuis l'endroit où je les avais vus pour la dernière fois sur la route. Je finis de faire le plein, toujours troublé, et je rentre à la maison. Plus tard dans la soirée, je demande à ma mère, d'un ton léger, « Eh, maman, pourquoi toi et papa me suiviez-vous tout à l'heure ?» Elle me regarde, visiblement perplexe, et répond, « De quoi tu parles ?» Je lui explique ce que j'ai vu en allant à la station, et elle me répond, « Ton père et moi n'avons même pas quitté la maison aujourd'hui. » Je dois préciser que mes parents sont extrêmement religieux, conservateurs et très sérieux. Ils ne plaisanteraient jamais sur ce genre de choses, et je sais avec certitude qu'ils n'ont pas quitté la maison. L'appartement était situé dans un immeuble vieux de plusieurs siècles, construit au XVIe siècle, en plein cœur d'une ville historique d'Europe centrale. Ses plafonds étaient si bas que même une personne de taille moyenne se sentait presque oppressée. L'escalier en colimaçon qui menait à notre porte grinçait à chaque pas, et le bois semblait aussi vieux que l'histoire qu'il portait. Au sommet, il y avait une porte grinçante qui menait à un grenier que personne n'avait jamais osé explorer. Les locataires précédents parlaient de murmures étranges qui en provenaient parfois la nuit. Nous avions mis ces récits sur le compte de leur imagination, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se produire. Malgré tout, l'appartement avait un charme indéniable. Les fenêtres offraient une vue imprenable sur le centre historique, avec ses toits de tuiles rouges et ses rues pavées. C'était un endroit qui semblait figé dans le temps. Mes colocataires et moi étions ravis de cet espace unique, même si une certaine tension flottait dans l'air. Les ombres semblaient parfois plus longues qu'elles ne le devraient, et il y avait cette sensation inexplicable d'être observé, surtout lorsqu'on traversait le couloir la nuit. Peu après notre installation, nous avons adopté un petit chat noir que nous avions trouvé errant près de la rivière. Il était minuscule, ses grands yeux jaunes pleins de curiosité. Nous l'avions nommé Minuit, à cause de son pelage sombre comme la nuit. Une de mes colocataires, Clara, était particulièrement attachée à lui. Elle passait son temps à le câliner et à lui parler avec des voix de bébé qui faisaient sourire tout le monde. « Qui est le plus mignon des chats ? » « C'est toi, oui, c'est toi », disait-elle souvent, une affection débordante dans la voix. Une soirée d'automne, alors que le vent soufflait fort dehors, je me trouvais dans la salle de bain. Le bruit de l'eau du robinet, le claquement discret des volets mal ajustés, tout était banal. Puis, j'ai entendu un bruit clair et familier, les clés de Clara dans la serrure. Cling cling, puis le claquement de la porte. La voix douce et enjouée de Clara s'est élevée, « Minuit, mon bébé, tu m'as manqué aujourd'hui. Tu es là, mon petit ange ?» Je me suis arrêté net, essuyant rapidement mes mains pour aller la saluer. Tout semblait normal. Mais en sortant de la salle de bain, j'ai trouvé le salon désert. Minuit était là, paisiblement endormi sur le canapé, sa queue enroulée autour de son corps minuscule. Pas de Clara. Pas de bruit. Le silence complet. J'ai vérifié la porte d'entrée. Elle était verrouillée, comme si personne n'était entré. Mon cœur battait plus vite. Je suis retourné dans le salon, appelant doucement, « Clara ? Tu es là ?» Rien. Le chat a à peine bougé une oreille. Je me suis approché de lui et l'ai caressé. Il était parfaitement calme, comme si tout allait bien. C'est alors que je me suis souvenu des récits sur le grenier. Un frisson a parcouru mon dos. Je savais que c'était absurde, mais l'idée qu'un esprit malin, ou quelque chose d'inexplicable, puisse jouer avec nous dans cet appartement m'a traversé l'esprit. Pourtant, je ne voulais pas me laisser envahir par la peur. J'ai attendu. Peut-être avais-je mal entendu ? Mais non, le bruit des clés et la voix de Clara étaient trop distincts. Quelques minutes plus tard, Clara est vraiment rentrée. Ses clés ont cliqueté dans la serrure, et elle est entrée, lançant un joyeux « Salut tout le monde !» Minuit, viens voir maman. Cette fois, c'était elle, en chair et en os.
Elle a remarqué mon visage un peu pâle et a demandé si tout allait bien. Je n'ai pas osé lui raconter sur le moment, craignant de passer pour une folle. Ce n'est que quelques jours plus tard que je lui ai parlé de ce qui s'était passé. Son sourire s'est effacé. Elle m'a alors avoué qu'elle avait parfois entendu des pas dans le couloir quand personne n'était là, ou senti une brise glacée dans des pièces sans fenêtre ouverte. Il y a environ 1 an, j'étais dans ma salle de bain, prête à prendre une douche. J'avais cette serviette rose vive que j'utilise régulièrement, et c'est la seule de ce genre que je possède, donc gardez cela en tête. Je l'ai prise de son crochet et l'ai posée sur le couvercle des toilettes, propre, je précise. Après ma douche, je suis retourné dans ma chambre, je me suis séché avec cette serviette, puis j'ai commencé à me préparer pour aller me coucher. J'ai laissé la serviette sur mon lit. Un peu plus tard, je suis retourné dans la salle de bain pour ma routine de soins du visage. Une fois que j'avais terminé, je suis retourné dans ma chambre pour remettre la serviette à sa place, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais, en arrivant dans ma chambre, la serviette n'était plus là. Confuse, je suis retourné dans la salle de bain pour vérifier si, par automatisme, je l'avais déjà remise là-bas. Je me suis mis à chercher dans tout mon appartement, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que je décide de regarder dans le placard où je range toutes mes couvertures et serviettes. Et là, je l'ai trouvée. Elle était soigneusement pliée, complètement sèche, comme si je ne l'avais jamais utilisée. J'étais seul chez moi à ce moment-là. Je n'ai aucune explication pour ce qui s'est passé. Cette serviette avait littéralement disparu de mon lit pour se retrouver, comme par magie, à un endroit où je ne l'avais pas mise. Je vis dans une petite ville, et je connais assez bien la plupart des environs. Je travaille de chez moi, donc je ne sors pas beaucoup pendant la semaine, mais le week-end, j'aime faire de longues promenades pour me vider la tête. Samedi après-midi, j'ai décidé d'explorer une partie de la ville où je ne vais presque jamais. Ce n'est pas très loin de chez moi, mais c'est une zone que je n'ai jamais vraiment pris le temps de découvrir. C'est principalement industriel, avec peu de passages à pied et pas grand-chose à voir à part des entrepôts. Je marchais sur une longue route droite quand j'ai vu quelqu'un venir vers moi. C'était un gars à peu près de ma taille, portant un sweat à capuche, un gant et un sac à dos. Lorsqu'il est arrivé à environ 4 ou 5 mètres de moi, nous nous sommes fixés. Et là, j'ai ressenti une panique indescriptible. C'était la sensation la plus étrange que j'ai jamais eue. Je connaissais cette personne. Je l'avais déjà vue auparavant. C'était moi. Pas dans le sens où nous nous ressemblions vaguement. Non, je l'ai immédiatement reconnu. Sa démarche, sa posture, la manière dont sa main reposait dans sa poche. Tout en lui me disait que c'était moi. Quand nous nous sommes croisés, aucun de nous n'a dit un mot. On s'est juste regardé intensément, un peu incrédule. C'était comme si nous étions deux versions de la même personne. L'expression sur son visage était un mélange de confusion et de peur, ses yeux grands ouverts, exactement comme je me sentais. J'avais l'impression qu'il pensait exactement la même chose que moi. Après l'avoir dépassé, je n'ai pas vu où il allait. Quand je me suis retourné quelques secondes plus tard, il avait disparu. J'ai attendu peut-être 10 à 20 secondes avant de me retourner à nouveau, et là, plus rien. Il n'y avait aucun signe de lui. Pas d'allée, pas de porte, aucun endroit où il aurait pu se cacher ou partir rapidement. Je suis retourné à l'endroit exact où nous nous étions croisés, mais il n'y avait aucune trace de lui. C'était comme s'il s'était évaporé. Au début, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que je m'étais probablement fait des idées. Mais plus j'y réfléchis, plus ça me paraît réel. J'ai essayé de chercher sur Internet, mais tout ce que je trouve, ce sont des légendes urbaines ou des histoires sur les sosies étant de mauvais présages. Rien de concret ou d'utile. Mes amis pensent que je suis juste stressé ou que j'ai vu quelque chose qui n'était pas là, mais honnêtement, je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que j'ai fait un pas dans une sorte d'univers parallèle ou que c'était un glitch dans la matrice. Depuis, j'ai aussi des vagues de déjà-vu pour des choses aléatoires, comme si mon cerveau essayait de me dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Ou suis-je juste en train de perdre la tête?
Je jure que ce n'était pas une hallucination. Cela fait environ 9 mois que notre télécommande a disparu. Avec 2 jeunes enfants, ce n'est pas une première, la télécommande a souvent tendance à jouer à cache-cache. Mais cette fois, après des jours de recherche infructueuses, j'ai simplement abandonné. Plutôt que de me tracasser ou d'en commander une nouvelle, j'ai opté pour une solution moderne, l'application télécommande universelle sur mon téléphone. Depuis, c'est devenu ma routine pour contrôler la télévision. Il y a quelques soirs, je regardais Bluey avec mes enfants avant de les coucher. Comme d'habitude, après quelques épisodes, les enfants ont commencé à somnoler. Je les ai doucement mis au lit, laissant la télé allumée dans le salon. Une fois qu'ils étaient couchés, Bluey continuait de jouer en arrière-plan. N'ayant pas particulièrement envie de regarder un dessin animé toute seule, j'ai pris mon téléphone et appuyé sur le bouton Home de l'application pour arrêter la lecture. Cela fait apparaître un écran vide, sans programme en cours. Quelques minutes passent. Je suis plongé dans mon téléphone, scrollant sans vraiment faire attention, quand soudain, Bluey recommence à jouer. Un peu agacé, je reprends mon téléphone et appuie à nouveau sur Home. Problème résolu, ou du moins je le pensais. Mais quelques instants plus tard, Bluey revient encore une fois, comme si la télé avait décidé de me troller. C'est alors que l'idée me traverse l'esprit, et si la télécommande physique était coincée quelque part dans le canapé? Je commence à fouiller dans les coussins, m'attendant à trouver quelque chose. Et là, bingo! La télécommande. La fameuse télécommande qui avait disparu depuis 9 mois. Je la tiens dans mes mains, presque incrédule, un mélange d'excitation et de soulagement. C'est comme retrouver un vieux trésor qu'on pensait perdu à jamais. Toute fière, je vais annoncer la nouvelle à mon mari, j'ai retrouvé la télécommande. Je m'attends à un « bravo » ou un sourire complice, mais à la place, il me regarde, perplexe, avant de me rappeler un détail qui fait tout basculer, mais on a acheté ce canapé il y a seulement 5 mois. Un silence s'installe. Mon cerveau essaie de connecter les points. La télécommande a disparu il y a 9 mois. Le canapé sur lequel je l'ai retrouvé n'est dans notre salon que depuis 5 mois. Il n'y a aucun moyen logique que la télécommande ait pu y être cachée, à moins qu'elle n'ait été transportée à travers le temps, l'espace, ou un trou dans la réalité. Je vérifie toujours les menus en ligne avant de me rendre dans un restaurant. J'aime bien savoir ce que je vais commander à l'avance. Cela m'évite d'hésiter ou de me sentir pressé au moment de choisir. Un jour, alors que je visitais une ville où je n'étais jamais allé auparavant, j'ai décidé d'essayer un restaurant indien. Là où je vivais, il n'y avait pas de restaurant indien, et j'étais excité à l'idée de goûter quelque chose de nouveau. Avant de partir, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai consulté le menu en ligne. Je me suis décidé pour des samosas en entrée et du poulet vindaloo en plat principal. Je savais déjà que ces plats seraient délicieux, et ça me suffisait pour être impatiente. Cependant, une chose sortait de l'ordinaire, je me suis intéressé au dessert. Ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement, car je ne suis pas une grande fan de sucré. Je préfère largement les saveurs salées. Mais cette fois, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Après tout, je n'ai jamais goûté de dessert indien. Le menu en ligne proposait 4 ou 5 desserts, et après avoir lu leur description, j'en ai choisi un. Je ne me souviens pas du nom exact, mais je me rappelle avoir pensé qu'il semblait unique et qu'il serait une belle façon de conclure le repas. Arrivé au restaurant, tout se passe comme prévu. Les samosas étaient croustillants et parfaitement épicés, le poulet vindaloo riche et savoureux, avec juste assez de piquant pour être agréable. Une fois mon repas terminé, le serveur est venu me demander si je voulais un dessert. J'ai répondu que oui, mais j'ai dû admettre que j'avais oublié le nom de celui que j'avais choisi. Je lui ai expliqué que c'était sur le bout de ma langue et que j'aimerais revoir le menu pour être sûr. Il m'a souri et a dit qu'il allait le chercher. Quelques minutes passent, et le serveur n'est toujours pas revenu. Je ne m'inquiétais pas vraiment, pensant qu'il était simplement occupé. C'est alors qu'un autre serveur, quelqu'un que je n'avais pas vu de la soirée, arrive à ma table avec un dessert. Sur le moment, j'étais surprise, mais aussi un peu curieuse.
Je lui ai demandé quel était le nom du dessert qu'il venait de poser devant moi. Il me l'a donné, et c'était exactement celui que j'avais choisi plus tôt en ligne, à l'hôtel. Je me suis figé. Comment était-ce possible? Je n'avais jamais mentionné le nom de ce dessert au restaurant, ni même fait allusion à mon choix. Tout ce que j'avais dit, c'était que j'avais oublié le nom et que j'avais besoin de revoir le menu. De plus, ce n'était pas mon serveur habituel, mais quelqu'un d'autre qui m'avait apporté ce dessert. Et pourtant, c'était exactement celui auquel je pensais. J'avais quelques soucis personnels avec ma copine. Après une dispute, j'ai décidé de lui laisser un peu d'espace. Pour me changer les idées, j'ai conduit 3 heures jusqu'à chez ma mère, où je prévoyais de passer le week-end. L'idée était simple, me retrouver un peu, réfléchir, et éviter que la tension avec ma copine ne monte davantage. Tout se passait plutôt bien chez ma mère, mais apparemment, elle trouvait que ma présence perturbait un peu son quotidien. Elle m'a donc réservé une chambre d'hôtel près de chez elle pour que je puisse avoir plus d'intimité. Après 3 jours et 3 nuits loin de chez moi, je me sentais légèrement plus détendu. Ce lundi-là, j'avais décidé de marcher jusqu'à un parc d'État situé à quelques kilomètres de l'hôtel. Pendant ma promenade, mon téléphone a vibré. C'était un message inattendu de ma copine. Elle disait qu'elle me soutenait et qu'elle voulait arranger les choses. Ce message m'a surpris et, à vrai dire, soulagé. Je l'ai appelée immédiatement, et elle m'a répondu qu'elle était chez ma mère. Cette nouvelle m'a encore plus stupéfait, elle avait fait les 3 heures de route jusqu'à chez ma mère pour me retrouver et me soutenir. C'était un geste fort, et j'étais heureux de la voir. Elle m'a récupéré, et nous sommes rentrés chez nous ensemble. La situation semblait revenir à la normale, et je pensais que tout ceci n'était qu'une manière un peu compliquée de se réconcilier après une période difficile. Mais c'est le lendemain que les choses ont pris un tournant étrange. Quand elle est rentrée du travail ce jour-là, elle avait l'air perturbée. Elle m'a raconté qu'elle avait été convoquée par les ressources humaines. Ils lui avaient annoncé quelque chose de complètement inattendu, elle avait été signalée comme personne disparue. Quelqu'un, quelque part, avait rapporté qu'elle n'avait pas été vue depuis un certain temps, ce qui avait déclenché cette alerte. Pourtant, elle était chez nous, parfaitement normale, et n'avait jamais été réellement absente. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle se souvenait d'avoir conduit chez ma mère, d'avoir passé du temps avec moi et d'être rentrée chez nous comme si de rien n'était. Mais il y avait un trou inexplicable dans la chronologie. Pendant une journée, ou peut-être plus, elle semblait avoir simplement disparu pour tout le monde sauf pour moi. Ses collègues n'avaient pas vu ou entendu parler d'elle pendant cette période. Il n'y avait aucune logique. Tout semblait normal de notre côté, mais quelque chose n'allait pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. C'est comme si une partie du temps avait été altérée ou réécrite. Elle n'avait aucun souvenir de cet écart, et rien dans son comportement n'indiquait qu'elle était au courant de l'étrangeté de la situation. Pourtant, elle avait été déclarée disparue, même si, pour moi, elle était là tout du long. Chaque année, c'est moi qui m'occupe de remplir les bas de Noël. Cela ne concerne que mes parents, mon mari et moi, et chaque fois, je m'assure qu'ils ont plus de petites surprises dans leur bas que moi dans le mien. Cette année, en faisant mes courses pour les remplir, je suis tombé dans un supermarché sur un rayon international avec des barres chocolatées. Nous avions vécu en Europe pendant un certain temps, et j'ai reconnu une marque de chocolat que j'adorais à l'époque. J'ai donc décidé de m'offrir une petite indulgence pour mon propre bas de Noël. Juste une seule barre, car elle était importée et un peu chère. Le jour de Noël, nous avons ouvert tous nos cadeaux et passé un moment agréable à regarder un film ensemble. En fouillant dans mon bas pour trouver des snacks, j'ai sorti la fameuse barre chocolatée. Je l'ai mangée en savourant chaque bouchée et même discuté avec ma mère à propos de cette barre. Tu te souviens de celle-ci? Elles sont tellement bonnes. Le lendemain, en vidant le reste des surprises de mon bas, j'ai eu un choc. La barre chocolatée était là, tombant au milieu des autres objets. Je me suis figé. Comment était-ce possible? J'ai immédiatement montré la barre à mon mari, et il était aussi perplexe que moi. Il m'a dit qu'il se souvenait que j'avais mangé la barre la veille, et moi aussi.
J'étais absolument certaine d'avoir mangé cette barre le jour de Noël. J'avais pris une seule barre, je l'avais placée dans mon bas et je l'avais mangée. Pleine de doutes, j'ai ouvert la seconde barre pour essayer de me convaincre que j'avais peut-être fait une erreur. Mais dès la première bouchée, je savais que j'en avais déjà mangé une la veille. La texture et le goût étaient exactement les mêmes, et cette sensation familière était trop nette pour être un simple malentendu. Je vis dans une immense ville internationale où les transports en commun sont d'une efficacité redoutable. Depuis des années, je prends régulièrement une correspondance spécifique, au moins 4 jours par semaine. Cette correspondance entre 2 lignes de train est devenue une routine presque automatique. Je connais chaque marche de l'escalier, chaque panneau, chaque repère. Pendant 5 ans, tout s'est déroulé sans le moindre accroc. Jusqu'à ce jour où quelque chose a basculé. C'était un jour ordinaire, rien de particulier à signaler. Je suis descendu de mon train comme d'habitude et j'ai pris les escaliers pour me diriger vers la ligne suivante. Je me souviens très clairement de cet escalier, car une personne devant moi avançait à un rythme frustrant de lenteur. J'ai donc pris mon mal en patience, les yeux rivés sur ses chaussures, comptant presque chaque marche. Une fois en bas, j'ai tourné à droite, comme toujours, et attendu le train. Quand il est arrivé, je suis monté à bord, confiant. C'était une habitude bien rodée, je ne pouvais pas me tromper. Le train est parti, et tout semblait normal. Mais au bout de quelques minutes, j'ai eu cette sensation étrange. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé par la fenêtre, et les paysages défilaient dans une direction qui ne correspondait pas. Mon cerveau a mis un moment à enregistrer ce que je voyais. Le train allait à gauche. Il n'aurait jamais dû aller à gauche. La confusion m'a envahi. Dans cette ville, les trains ne changent pas de direction ou de voie sans une annonce claire. Et même en cas de perturbation, ils ne prennent jamais de passagers. Les changements sont rares, presque inexistants. Alors comment est-ce possible? Je me suis repassé mentalement chaque étape. J'avais pris l'escalier correct. J'étais descendu au bon niveau. J'avais pris le train sur le bon quai. Et pourtant, me voilà dans un train allant dans une direction impossible. Une fois arrivé à destination, j'ai pris le temps de revenir à la station d'origine. J'ai retracé mes pas avec une minutie presque obsessionnelle. J'ai vérifié les panneaux, les escaliers, les quais. Tout correspondait à ce que j'avais fait. Il n'y avait aucun signe d'une quelconque anomalie. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose m'avait amené ailleurs. Je pensais que c'était un incident isolé, une sorte d'erreur inexplicable. Mais 6 mois plus tard, cela s'est reproduit. Cette fois, je rentrais chez moi, empruntant la même station. Je montais les escaliers cette fois, pas de confusion possible. J'ai pris le train du côté qui allait dans la bonne direction. En attendant, je regardais une publicité sur un immeuble à travers la vitre. Un repère visuel clair. Tout semblait normal, familier. Mais une fois de plus, le train m'a emmené ailleurs. Encore une fois, je me suis retrouvé à me demander ce qui n'allait pas. À mon arrivée, j'ai refait le chemin inverse, identique à celui que je venais de parcourir. Tout était à sa place, tout correspondait, et cette fois, le train a pris la bonne direction. Depuis, il ne s'est plus rien passé. Mais ces 2 incidents me hantent. Je sais que je ne me suis pas trompé. Je sais que j'ai suivi les bonnes étapes. Et pourtant, 2 fois, la réalité elle-même semble avoir flanché. Je ne crois pas aux glitches dans la matrice ou aux anomalies spatiales. Mais honnêtement, comment expliquer autrement ces événements? Hier, j'étais tranquillement installé dans le bureau de ma collègue, et mon vape commençait à brûler. J'ai donc sorti une nouvelle résistance pour la changer sur son bureau. D'habitude, je fais un nettoyage complet du réservoir lorsque je change une résistance, mais, par paresse, j'ai tout fait directement là-bas. J'ai utilisé quelques serviettes en papier pour retirer l'ancienne résistance, afin d'éviter que le liquide ne me coule sur les mains, et je l'ai soigneusement emballée avant de la jeter immédiatement dans la poubelle de son bureau. Dans notre bâtiment, l'agent d'entretien vide les poubelles et change les sacs chaque jour, peu importe si elles sont pleines ou non.
Ce matin, à ma grande surprise, l'ancienne résistance se trouvait bien droite sur le bureau de ma collègue, juste devant son clavier. Elle ne savait même pas ce que c'était et m'a demandé si ça m'appartenait. Je lui ai répondu que oui, mais que c'était une pièce que j'avais jetée à la poubelle la veille. Nous étions complètement perplexes. La seule explication logique aurait été que l'agent d'entretien l'ait trouvée dans la poubelle et pensait que c'était un objet important et l'ait sorti par gentillesse. Mais cela ne tient pas tout à fait. D'abord, la résistance était emballée dans un gros paquet de serviettes en papier, précisément pour éviter que le liquide de vape ne coule sur mes mains ou le bureau. Je trouve donc peu probable qu'elle ait été visible ou remarquée dans la poubelle. Ensuite, même si l'agent d'entretien avait pensé que c'était quelque chose d'important, la résistance était toujours couverte de résidus huileux, ce qui aurait naturellement conduit à supposer qu'il s'agissait de déchets. Une autre hypothèse aurait été qu'elle soit tombée par accident sur le bureau ou le sol au moment où je la jetais. Mais, encore une fois, j'avais utilisé une prise ferme pour dévisser la résistance de mon réservoir, puis je l'avais emballée immédiatement avant de la jeter dans la poubelle, qui était à environ 60 cm de moi. J'ai également entendu le bruit sourd distinct de la résistance atterrissant dans la poubelle, confirmant qu'elle était bien à l'intérieur. Nous avons même vérifié la surface du bureau où je m'étais assise, et il n'y avait aucune trace ni résidu qui aurait pu indiquer que la résistance y était restée. Et même si, par un improbable hasard, elle était tombée sur le sol, cela n'expliquerait pas pourquoi elle était positionnée de façon si précise juste devant le clavier de ma collègue. L'agent d'entretien ne touche jamais à nos bureaux, ne fait pas de dépoussiérage ou de rangement, et ne balaie pas non plus le sol. Son seul travail dans nos bureaux est de vider les poubelles et nettoyer les vitres. Il n'aurait aucune raison de ramasser quelque chose du sol pour le poser sur un bureau, encore moins un objet clairement couvert de résidus. Il est possible que ce soit une erreur humaine de ma part combinée à une décision inhabituelle de l'agent d'entretien. Mais ma mémoire très claire de l'avoir jeté, associée à la façon dont je connais notre agent d'entretien et ses habitudes, rend cette explication difficile à croire. C'est juste une de ces choses étranges qui, bien qu'apparemment anodines, défient toute logique. Je me souviens de cette étrange expérience quand j'avais environ 18 ans. Nous vivions dans la maison familiale depuis presque 4 ans à ce moment-là. Un matin, comme d'habitude, je suis descendu pour prendre une douche. Une fois terminé, je suis allé au robinet pour me brosser les dents. Rien d'extraordinaire jusque-là. J'ai tiré sur la poignée du robinet, du côté où l'eau chaude avait toujours été, et j'ai laissé couler l'eau en attendant qu'elle chauffe un peu. Mais au bout de quelques secondes, l'eau devenait de plus en plus froide. Je suis resté là, perplexe et agacé, laissant l'eau couler en pensant qu'il n'y avait plus d'eau chaude dans le chauffe-eau. Pourtant, ça n'avait aucun sens. Je venais juste de prendre une douche chaude, et nous n'étions que 2 à la maison à ce moment-là. L'eau chaude ne pouvait pas s'être épuisée si vite. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le petit autocollant bleu, qui indiquait toujours l'eau froide, était maintenant en bas de la poignée, et le rouge pour l'eau chaude était en haut. Je suis resté figé. Ce n'était pas comme ça avant. Je le savais. J'ai toujours manipulé ce robinet de la même manière depuis des années. L'eau chaude avait toujours été en bas, et l'eau froide en haut. Pourtant, là, c'était l'inverse. Troublé, je suis sorti de la salle de bain et j'ai demandé à mon père, pourquoi les côtés du robinet ont changé? Pourquoi l'eau chaude est maintenant en haut? Il m'a regardé, les sourcils froncés, et a répondu quelque chose du genre, mais ça a toujours été comme ça. L'eau froide est en bas et l'eau chaude est en haut. Son expression était claire, il me prenait pour quelqu'un qui avait perdu la tête ou qui était sous l'effet de quelque chose. Mais je savais ce que je disais. Je savais que quelque chose avait changé. Je le jure, main sur le cœur. Les côtés de ce robinet avaient bel et bien été inversés du jour au lendemain, sans explication, et personne dans la maison n'a semblé remarquer ou reconnaître ce changement. Depuis ce jour, les côtés du robinet sont restés tels que je les ai découverts ce matin-là, l'eau froide en bas et l'eau chaude en haut. Et chaque fois que je les utilise, je me rappelle cette journée et ce sentiment de décalage inexplicable, comme si la réalité avait décidé de réorganiser les choses sans prévenir. C'était un jour ordinaire à l'université,
avec sa routine habituelle de cours et de pause. À l'université, chaque étudiant avait une carte d'identité indispensable pour entrer dans le campus, marquer sa présence ou acheter des repas à la cantine. Ce jour-là, mon ami, qui avait oublié sa propre carte, avait emprunté la mienne pour acheter quelque chose pendant la pause. La pause s'est terminée, et tout le monde a regagné ses classes respectives. J'avais un cours libre et j'ai décidé de passer le temps avec d'autres amis dans une salle située dans un autre bâtiment, réservée aux étudiants avec des plages libres pour étudier ou travailler. Je ne savais pas à ce moment-là que mon ami, ayant lui aussi un cours libre, était en train de me chercher pour me rendre ma carte. Pensant que je serais dans ma classe habituelle, il s'y est rendu, mais comme je n'y étais pas, il a laissé ma carte à l'enseignant avant de partir. Pendant ce temps, alors que j'étais assis avec mes amis dans la salle du bâtiment voisin, une chose étrange s'est produite. Quelqu'un qui ressemblait exactement à mon ami est entré dans la pièce. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Il semblait distant, presque mal à l'aise, évitant de croiser les regards. Il tenait ma carte dans sa main, et sans un mot de plus, il me l'a tendue avant de tourner les talons. Ce comportement était totalement à l'opposé de sa personnalité habituelle. Mon ami est toujours souriant, chaleureux, et adore parler aux gens. Mais cette version de lui semblait vouloir en finir au plus vite avec cette interaction. Avant qu'il ne parte, je l'ai interpellé, « Pourquoi tu ne restes pas ? Assieds-toi un moment. » Il m'a répondu brièvement, « Je reviens dans un moment. » Puis il est parti. Pendant qu'il quittait la pièce, j'ai remarqué qu'il regardait bizarrement la porte, comme s'il y avait quelque chose là-bas, invisible pour moi. Quelques instants plus tard, peut-être 1 ou 2 minutes à peine, il est revenu. Mais cette fois, c'était différent. Il avait son sourire habituel, sa manière détendue de marcher. Il m'a serré la main, visiblement content de m'avoir trouvé, et m'a dit qu'il cherchait partout pour me rendre ma carte, qu'il avait finalement laissée à l'enseignant dans ma classe. Je l'ai regardé, confus, et je lui ai montré la carte qu'il venait soi-disant de me rendre il y a quelques instants. « Mais tu viens de me la donner, lui ai-je dit. » Il a froncé les sourcils, incrédule. « Non, je te jure, je l'ai laissée à l'enseignant. » Nous avons comparé nos chronologies, nos trajets respectifs. Il était impossible qu'il soit allé à ma classe, ait laissé la carte, puis ait traversé le campus jusqu'à l'autre bâtiment pour me rendre la carte, le tout en l'espace de quelques minutes. De plus, il n'y a qu'un seul chemin pour relier ces deux bâtiments. Il n'y avait aucun moyen qu'une version de lui soit allée plus vite que lui, soit passée inaperçue, et ait effectué le trajet 2 fois. Quand j'ai raconté tout cela à mon ami, son visage m'a immédiatement convaincu qu'il disait la vérité. Il était aussi déconcerté que moi. Nous avons parlé de cet événement plusieurs fois depuis, essayant de trouver une explication logique. Mais chaque fois que j'y repense, j'ai ce frisson étrange, comme si une autre version de lui, quelque chose qui ressemblait à lui mais qui n'était pas lui, était entré dans cette salle ce jour-là. C'était la veille de Noël, en 2024. La soirée avait commencé assez normalement. Mon ex-petite amie, avec qui je suis resté en très bons termes, était venue chez moi pour passer la soirée. Nous avions décidé de nous détendre ensemble, et dans l'euphorie du moment, nous avions un peu fumé. La conversation s'était rapidement tournée vers des réflexions profondes, celles qui viennent quand on se laisse aller à des pensées libres. Nous avions parlé de la nature de la pensée elle-même, découvrant que j'étais un penseur en mots, tandis qu'elle était une penseuse en images. Une discussion fascinante qui, d'une manière ou d'une autre, nous avait amené à parler de concepts philosophiques comme le gnosticisme. Elle adorait ce sujet, une vieille passion pour elle, et nous avons fini par mettre une vidéo YouTube en arrière-plan, un long monologue explorant la nature de la réalité, des illusions et des dimensions cachées. Je me suis endormi là-dessus, bercé par une réflexion sur l'idée qu'il pourrait exister des moyens d'éveiller notre conscience à un autre niveau. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une sensation étrange. Elle était toujours éveillée, regardant des vidéos dans un coin de la pièce. J'avais faim, et je lui ai proposé qu'on aille chercher de quoi grignoter dans la cuisine. Elle a accepté, et nous nous sommes dirigés vers la cuisine. Les lumières sous les meubles étaient allumées, une lueur douce parfaite pour ce genre de moment nocturne. Tout semblait normal,
jusqu'à ce qu'elle reparte brièvement dans sa chambre pour chercher quelque chose. À ce moment précis, une des lumières sous les armoires a commencé à clignoter. D'abord doucement, puis de plus en plus frénétiquement. Je me suis figé, pensant que c'était juste une ampoule défectueuse. Pourtant, en regardant de plus près, je n'ai rien vu d'anormal. La lumière semblait parfaitement en place, mais elle continuait de clignoter, presque comme si elle essayait de me transmettre quelque chose. Un vent étrange semblait siffler, bien que j'étais à l'intérieur et que toutes les fenêtres étaient fermées. Le sentiment de malaise s'intensifiait. J'ai commencé à appeler mon ex, un peu nerveux. Et comme par magie, dès qu'elle est revenue, la lumière s'est stabilisée. Plus de clignotements. Juste un silence normal, presque apaisant, mais l'étrangeté de l'événement restait gravée dans mon esprit. Je n'ai rien dit, trop troublé pour mettre des mots sur ce que je venais de vivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Elle était partie dormir dans sa chambre, ce qui n'était pas inhabituel, mais son départ avant moi l'était. Elle ne se levait jamais avant midi, et là, elle semblait avoir quitté mon lit bien avant. Quand je l'ai retrouvée, profondément endormie dans son lit, elle m'a envoyé un message disant qu'elle ne se sentait pas bien pendant la nuit et qu'elle était partie se reposer. Tout semblait logique, mais quelque chose dans cette chronologie me semblait légèrement décalé. Plus tard dans la journée, après qu'elle soit partie travailler, je suis retourné dans ma chambre pour passer le temps. C'est là que je l'ai remarqué, un lampadaire noir, planté directement devant ma télévision. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Son apparence était étrange, presque irréelle. Tout noir, d'une noirceur si intense qu'il semblait absorber la lumière autour de lui. En me concentrant dessus, il avait l'air plat, comme s'il n'était pas réellement tridimensionnel. Si je détournais mon regard et regardais l'écran de la télévision, il disparaissait presque entièrement dans l'obscurité. Je savais que je n'avais jamais acheté cette lampe. Mon ex ne m'en avait pas parlé non plus, et si elle l'avait achetée, elle m'en aurait informé. Plus je l'observais, plus elle semblait déplacée, presque comme un intrus dans ma réalité. Une partie de moi voulait l'inspecter de plus près, mais une autre partie, plus instinctive, me disait de ne pas y toucher. C'était comme si la lampe elle-même émettait une aura, un avertissement silencieux, ne m'approche pas. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé avoir mes peluches avec moi. Chaque matin, après avoir fait mon lit, je les aligne soigneusement dessus, un peu comme une décoration chaleureuse. Mais la nuit, avant de me coucher, je les déplace sur une chaise située de l'autre côté de ma chambre pour qu'elles ne prennent pas de place sur mon lit pendant que je dors. Cela fait partie de ma routine quotidienne, quelque chose d'automatique, presque mécanique. Il y a 4 nuits, alors que je me préparais à aller dormir, j'ai déplacé mes peluches sur la chaise comme d'habitude, m'assurant que tout était bien rangé. Parmi elles, il y avait une petite peluche que je place toujours sous les autres, bien coincée et stable. Ensuite, j'ai commencé ma routine du soir, me déplaçant dans ma chambre pour ranger des affaires, préparer mes vêtements pour le lendemain, et me brosser les dents. Une fois tout cela terminé, je suis monté dans mon lit, prêt à dormir. C'est alors que je l'ai vue. La petite peluche, celle que j'avais mise sous toutes les autres, était par terre, au milieu de la pièce, juste à côté de mon ventilateur. C'était tellement inhabituel que j'ai dû m'arrêter une seconde pour bien comprendre ce que je voyais. Comment était-elle arrivée là? Les autres peluches sur la chaise étaient parfaitement en place, comme si elles n'avaient pas bougé d'un millimètre. Je me suis dit que peut-être j'avais mal rangé la peluche sans m'en rendre compte, ou qu'elle avait glissé d'une manière improbable. Mais je savais que c'était peu probable. Je me suis levé, les ramassé, les remises sur la chaise, et je me suis recouché. Le lendemain soir, la même chose s'est produite. Je fais ma routine, déplace les peluches, tout est normal. Mais lorsque je retourne au lit, cette petite peluche est de nouveau au même endroit, sur le sol, à côté du ventilateur, dans la même position que la veille. Encore une fois, les autres peluches sur la chaise sont intactes, aucune trace de mouvement. Cette fois, je ressens un léger frisson d'inconfort. Pourtant, je ne veux pas trop y penser. Je remets la peluche sur la chaise, et je vais dormir. La 3e nuit, je décide de faire plus attention.
Je prends mon temps pour placer chaque peluche, vérifiant que rien ne peut tomber. Je fais ma routine comme d'habitude, en gardant un œil sur la chaise à chaque fois que je passe devant. Rien ne bouge. Mais lorsque je me glisse dans mon lit, la scène se répète, la petite peluche est encore là, au même endroit, sur le sol, près du ventilateur. Cette fois, mon cœur s'accélère un peu. Ce n'est pas logique. Je l'ai bien rangée, et je suis certaine que je l'aurais vu tomber ou rouler pendant que je me déplaçais dans ma chambre. Il y a environ 9 ans, alors que j'étais encore enfant, mon père m'a offert un tout nouveau jeu d'échecs chinois. C'était un moment spécial, car mon père n'avait jamais l'habitude de me donner des jouets. Je chérissais vraiment ce cadeau. Ce n'était pas un jeu d'échecs chinois classique, c'était une version spéciale avec 36 pièces réparties en 6 couleurs différentes. Mon père m'a répété plusieurs fois de prendre grand soin du jeu, de ne pas perdre les pièces, car elles étaient nombreuses et précieuses. Il m'a même donné un petit sac pour les ranger soigneusement. Le deuxième jour après l'avoir reçu, je jouais avec sur mon bureau, dans ma chambre. Pendant que je manipulais les pièces, une pièce rouge est tombée au sol. Je l'ai clairement vue rouler sous mon bureau. J'ai immédiatement baissé les yeux pour la ramasser, mais elle avait disparu. Ce n'était pas possible. J'ai retourné ma chambre dans tous les sens pour essayer de la retrouver. J'ai déplacé le bureau, les chaises, inspecté chaque recoin du sol. Rien. La pièce s'était volatilisée. J'étais frustré, mais aussi terrifié à l'idée que mon père se mette en colère contre moi pour avoir perdu une pièce aussi rapidement. Alors, j'ai gardé le silence. J'ai rangé le jeu, sachant pertinemment qu'il manquait une pièce, et je n'en ai parlé à personne. Quelques jours plus tard, ma mère m'a demandé de jouer avec elle. Cette fois, nous avons décidé de jouer dans sa chambre, sur son grand tapis, juste à côté d'un canapé. Je me sentais nerveux à l'idée qu'elle remarque l'absence de la pièce rouge. Et, bien sûr, cela n'a pas manqué. Au milieu de la partie, elle s'est aperçue qu'une pièce manquait. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prétendre que je n'étais pas au courant. J'ai fait semblant d'être aussi surpris qu'elle, et je me suis mis à chercher la pièce comme si je pensais qu'elle avait disparu récemment. En cherchant, j'ai pointé le canapé au bout du tapis et suggéré, sur un ton innocent, peut-être qu'elle a roulé sous le canapé. Ma mère, sans hésiter, s'est agenouillée pour vérifier. Et là, sous le canapé, elle a trouvé la pièce rouge. Je me souviens encore du choc que j'ai ressenti à cet instant. Ce jeu n'avait jamais quitté ma chambre avant ce jour-là. Je n'avais jamais joué dans la chambre de ma mère auparavant, et il n'y avait aucune raison que cette pièce se retrouve sous son canapé. J'étais absolument sûr de l'avoir vue tomber dans ma propre chambre, et j'avais passé des heures à chercher partout. La pièce n'était tout simplement pas là. Et pourtant, la voilà, parfaitement intacte, sous ce canapé dans une pièce où elle n'aurait jamais dû être. Un jour, j'ai vécu ce qui ne peut être décrit que comme une faille dans la matrice. J'étais en route pour le bureau de poste, et avant de partir, j'ai glissé ma carte de crédit en métal dans la poche de mon pantalon de pyjama. C'est un souvenir clair dans mon esprit, le poids de la carte, le contact froid du métal contre ma main, et le geste précis de la mettre dans ma poche. Même en conduisant, je sentais la carte appuyée légèrement contre ma jambe. Quand je suis arrivé au bureau de poste, j'ai instinctivement mis la main dans ma poche pour récupérer la carte. Mais elle n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau, en palpant la poche, en retournant le tissu, mais rien. J'ai fouillé mes vêtements, vidé mes poches une fois de plus, cherché tout autour de moi dans la voiture, sur les sièges, sous le volant, dans le vide-poche. Pas de trace de la carte. À ce moment-là, je me suis dit que je l'avais probablement laissée chez moi, même si tout dans ma mémoire me disait le contraire. Résigné et un peu frustré, je suis retourné chez moi, incapable d'expliquer ce qui avait pu arriver. Pendant le trajet, mon esprit tournait en boucle, rejouant la scène de la carte glissée dans ma poche et essayant de trouver une explication rationnelle. En arrivant chez moi, je me suis garé, puis j'ai ouvert la portière et me suis levé pour entrer, et c'est là que j'ai senti la carte. Elle était là, dans ma poche. Instantanément reconnaissable, le poids familier, le contour précis du métal contre ma jambe.
Mon cœur a fait un bond. Je me suis figé sur place, presque incapable de bouger. Avec une lenteur presque rituelle, j'ai glissé ma main dans ma poche, et bien sûr, la carte y était, exactement où elle aurait dû être depuis le début. Je suis resté là, debout dans l'allée, complètement déconcerté. J'avais vérifié cette poche au moins 3 fois au bureau de poste, de façon méthodique. La poche n'est pas profonde, il n'y a aucun recoin où la carte aurait pu se cacher. Et le poids de la carte, impossible à manquer, aurait dû me signaler immédiatement qu'elle était là. Mais rien, pas une seule trace avant ce moment précis où elle est réapparue. Le plus étrange, c'est que ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Au fil des ans, j'ai vécu une série de petits événements similaires, tous inexplicables, qui me donnent l'impression que la réalité elle-même est un peu flexible. J'ai même un nom pour ces incidents, je les appelle mes gremlins. Ce sont ces forces invisibles et capricieuses qui semblent s'amuser à me dérouter. Ils cachent des objets, les déplacent ou les font réapparaître comme par magie, juste assez pour me faire douter de ma mémoire et de ma perception. Depuis ce jour au bureau de poste, j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai envisagé toutes les explications possibles, peut-être que mon esprit était distrait, que je l'avais mise dans une autre poche sans m'en rendre compte. Mais aucune théorie ne colle vraiment. Tout dans cette séquence d'événements défie la logique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.